Le souffle de l'hiver 1312 s'attardait encore sur les toits pentus de Valenciennes, mais au cœur du château, une chaleur nouvelle irradiait. C'était l'aube d'une journée froide et grise, mais les murs de pierre ancestraux retenaient la promesse d'une vie nouvelle. Dans une chambre parée de tapisseries épaisses, où le feu crépitait doucement dans l'âtre monumental, une petite princesse voyait le jour. Ses premiers cris, faibles mais déterminés, résonnèrent dans le silence respectueux des dames présentes, annonçant l'arrivée de Philippa, fille de Guillaume Ier, comte de Hainaut, de Zélande et de Hollande. Son enfance fut une mosaïque délicate de lumière et d'ombre, tissée des fils d'or de sa lignée et des sombres présages des alliances royales. Le château de Valenciennes n'était pas seulement une forteresse, c'était un écrin de culture, un carrefour où les langues et les idées se croisaient, où les manuscrits enluminés côtoyaient les cartes de navigation, et où les échos des chevaliers en armure se mêlaient aux mélodies des ménestrels. Philippa grandit dans cet environnement riche et stimulant. Dès son plus jeune âge, ses yeux vifs et curieux exploraient le monde avec une soif insatiable de savoir. Les longs couloirs de pierre, souvent froids même en été, résonnaient des pas feutrés de ses précepteurs. Elle apprenait le latin avec une diligence remarquable, les langues vernaculaires des Pays-Bas avec une aisance naturelle, et le français, langue de la cour et de la diplomatie, devint pour elle une seconde nature, fluide et élégante. Son père, Guillaume Ier, était un souverain pragmatique, un homme dont le regard perçant savait discerner les subtilités des allégeances et les pièges des trahisons. Il voyait en sa fille non pas seulement une héritière potentielle, mais une pièce maîtresse dans le grand échiquier politique de l'Europe. Il la préparait, sans le dire explicitement, à un destin bien au-delà des frontières de son comté. Il lui enseignait la valeur de la parole donnée, l'art de l'écoute, la nécessité de la compassion envers les plus humbles, et la stratégie patiente des négociations. Parfois, il l'emmenait avec lui lors de ses inspections des domaines, lui montrant les champs labourés, les bergeries, les villages où la vie quotidienne des paysans se déroulait, rude et sans phare. Ces expériences marquèrent profondément la jeune princesse. Elle observait les visages burinés par le soleil et le vent, les mains calleuses des travailleurs, les sourires rares mais sincères. Une empathie naturelle, un sens inné de la justice, commençait à se forger en elle, contrastant avec la froideur calculatrice souvent exigée de ceux qui portaient la couronne. Elle comprenait que le pouvoir n'était pas seulement une prérogative, mais une lourde responsabilité, un fardeau qu'il fallait porter avec dignité et humanité. Les après-midi d'hiver, la lumière pâle filtrant à travers les vitraux historiés de la chapelle projetait des motifs colorés sur les dalles de pierre, tandis que Philippa s'adonnait à l'étude. Les chroniques des rois passés, les récits des saints, les poèmes des troubadours, tout nourrissait son esprit. Le parfum de l'encre de noix et du parchemin imprégnait l'air, mêlé à l'odeur douceâtre de la cire des chandelles. Elle s'imaginait les scènes lointaines, les batailles homériques, les intrigues de cour, et se demandait quelle serait sa propre place dans cette vaste tapisserie du temps. La conscience précoce du poids de sa destinée l'habitait, un sentiment à la fois exaltant et intimidant. Elle était une princesse, et son avenir n'était pas le sien, mais celui de son lignage, de son pays, et potentiellement, d'un royaume étranger. Elle portait en elle la promesse d'alliance, la possibilité de paix ou de guerre, le destin de générations à venir. Une légère anxiété l'accompagnait toujours, celle de ne pas être à la hauteur, mais elle était tempérée par une confiance sereine, une force intérieure qui semblait innée. 13 années s'écoulèrent ainsi, dans une alternance de jours ensoleillés passés à monter à cheval dans les forêts du Hainaut et de veillées studieuses à la lueur des bougies. Elle avait grandi, passant de l'enfant curieuse à la jeune fille aux traits délicats, mais déjà empreint d'une gravité douce. Ses cheveux clairs encadraient un visage ovale, ses yeux bleus reflétaient une intelligence vive et une bienveillance certaine. C'était en l'an de grâce 1325, et une rumeur persistante agitait la cour de Valenciennes. Une visite de marque était attendue, une visite qui allait sceller un destin. La reine Isabelle de France, mère du jeune prince Édouard d'Angleterre, était en exil. Fuyant la cour de son époux, Édouard II, et cherchant des alliés pour sa cause, elle avait trouvé refuge auprès de son frère, le comte Guillaume de Hainaut. Avec elle, son fils, le prince héritier d'Angleterre, un jeune homme à peine plus âgé que Philippa. L'atmosphère au château devint subitement plus dense, empreinte d'une tension diplomatique palpable. Chaque geste, chaque mot était pesé. Isabelle, femme de caractère et stratège avisée, avait un plan, une alliance matrimoniale entre son fils et la fille du comte de Hainaut. Pour cela, elle avait besoin d'une évaluation. L'évêque de Winchester, Walter de Stapledon, arriva quelques jours plus tard, précédant la rencontre formelle. Homme austère et observateur minutieux, il avait pour mission d'examiner la jeune princesse, de la jauger, de s'assurer qu'elle possédait les qualités physiques et morales requises pour devenir reine d'Angleterre. Philippa se soumit à cet examen avec une dignité remarquable, bien qu'une légère nervosité frémisse sous son calme apparent. Elle se rappela les leçons de son père, être gracieuse, mais ne jamais paraître faible, être attentive, mais ne pas révéler toutes ses pensées. L'évêque nota sa prestance, la clarté de son regard, la finesse de son esprit transparaissant dans ses réponses mesurées. Il admira sa peau claire, ses cheveux blonds, et la promesse d'une beauté qui ne ferait que s'épanouir. Son rapport fut élogieux, puis vint le jour de la rencontre. L'air était froid, le ciel bas, mais le grand salon du château avait été chauffé et paré de ses plus belles tentures. Des braséros dégageaient une chaleur sèche, mêlée au parfum des herbes aromatiques jetées sur les braises. Philippa, vêtue d'une robe de velours bleu profond, brodée d'argent, attendait. Son cœur battait à un rythme un peu plus rapide que d'ordinaire. Ce n'était pas seulement un prince qu'elle allait rencontrer, c'était l'Angleterre incarnée, un futur possible, un destin qui se dessinait. La porte s'ouvrit sur un silence respectueux.
Le jeune prince Édouard entra, accompagné de sa mère et de sa suite. Il était mince, avec une posture droite et un regard sérieux qui balayait la pièce. Ses cheveux châtains tombaient sur ses épaules, et son visage, encore celui d'un adolescent, portait déjà les marques d'une détermination royale. Il était vêtu d'un pourpoint de brocart sombre, rehaussé de fourrure. Le contraste était saisissant entre la jeunesse de leur visage et la gravité des enjeux qui pesaient sur leurs épaules. Leurs regards se croisèrent. Pour Philippa, ce fut un mélange d'excitation face à l'inconnu et d'une curiosité vive pour cet étranger qui allait peut-être devenir son époux. Elle perçut en lui une force tranquille, une dignité innée qui répondait à la sienne. Pour Édouard, la première impression fut celle d'une évaluation pragmatique. Il la scruta, se remémorant sans doute le rapport de l'évêque. Mais au-delà de l'analyse, une certaine admiration naquit en lui pour cette jeune fille qui, malgré la gêne inhérente à la situation, se tenait avec une telle assurance, une telle grâce. Un silence respectueux plana, brisé seulement par le crépitement du feu. Puis, les présentations formelles eurent lieu, un échange de civilités mesurées, de sourires polis. Leurs voix étaient jeunes, mais leurs mots étaient ceux de futurs souverains, appris et répétés. Des regards furtifs furent échangés, porteurs d'un futur incertain, mais déjà teintés d'une promesse. En quelques instants, la rencontre était terminée, mais le sort en était jeté. L'alliance était scellée, non pas par des serments, mais par un simple échange de regards, d'une dignité mutuelle qui laissait entrevoir une entente possible. 3 ans plus tard, en l'an de grâce 1328, le destin frappa à nouveau. L'Angleterre avait connu des bouleversements majeurs. Édouard II avait été déposé, et son fils, le jeune Édouard, avait été couronné roi sous le nom d'Édouard III. Philippa de Hainaut, à l'âge de 16 ans, quitta les rives familières de son pays natal pour les brumes d'une île étrangère. Le voyage fut long et semé d'appréhension. Les navires tanguaient sur la mer du Nord, et le vent froid cinglait son visage, emportant avec lui les derniers souvenirs de son enfance. Elle emportait avec elle sa trousse de broderie, ses livres de prière, et surtout, les leçons de son père. Le mariage eut lieu à York, dans la majestueuse cathédrale de Saint-Pierre, le 24 janvier. L'architecture gothique de la cathédrale, avec ses voûtes élancées et ses vitraux somptueux, était à couper le souffle. L'air y était frais, imprégné de l'odeur de l'encens et de la cire. La cérémonie fut grandiose, un défilé de nobles anglais et de dignitaires ecclésiastiques, tous vêtus de leurs plus beaux atours. Philippa, parée d'une robe de soie blanche et d'un manteau écarlate doublé d'hermine, avançait vers l'autel, le cœur rempli d'une solennité mêlée d'une pointe d'anxiété. Elle était désormais reine consort d'Angleterre, une étrangère dans un pays dont elle ne maîtrisait pas encore toutes les subtilités. Les premières années furent un défi constant. La cour anglaise était un labyrinthe complexe d'intrigues, de jalousies et de factions rivales. Les murs du palais de Westminster, immenses et imposants, semblaient parfois hostiles. Le climat était plus rude, les mœurs différentes. La langue anglaise, même si elle l'étudiait avec assiduité, restait un obstacle. Elle se sentait parfois isolée, malgré la présence de ces dames d'honneur, dont certaines l'avaient suivie du Hainaut. Elle devait naviguer avec prudence, apprendre à lire les visages, à déchiffrer les allégeances cachées. Édouard, son jeune époux, était un roi ambitieux, déjà absorbé par les affaires du royaume et les tensions avec la France et l'Écosse. Leur relation, d'abord formelle et dictée par la raison d'État, commença à s'épanouir. Philippa s'efforçait de comprendre ses préoccupations, de partager ses fardeaux. Elle écoutait avec attention ses récits des conseils, ses plans militaires. Elle devint non seulement sa reine, mais aussi sa confidente, une oreille attentive et un esprit clair sur lequel il pouvait s'appuyer. Sa douceur naturelle, son sens de la justice et son calme inébranlable furent des atouts précieux dans un environnement souvent tumultueux. Elle donna naissance à son premier enfant, Édouard, le futur prince noir, en 1330. C'était un événement qui consolida sa position, lui offrant un lien indéfectible avec le royaume et son peuple. La naissance d'un héritier mâle fut célébrée avec une joie immense, dissipant une partie de l'incertitude qui l'avait entouré. D'autres enfants suivirent, renforçant la lignée et le sentiment de sécurité de la couronne. Philippa trouvait un réconfort profond dans la maternité, un rôle qui lui permettait d'exprimer pleinement son amour et sa dévotion. Elle veillait sur ses enfants avec une tendresse infinie, tout en leur inculquant les valeurs de dignité et de devoir. Au fil des ans, elle gagna le respect et l'affection de la noblesse et du peuple anglais. Elle apprit à parler l'anglais avec une fluidité grandissante, à comprendre les coutumes locales, à embrasser son nouveau rôle avec une grâce et une intelligence remarquables. Elle ne cherchait pas le pouvoir, mais pour le bien-être de son royaume et de sa famille. Elle encourageait les arts, la culture, et se montrait généreuse envers les pauvres et les malades. Elle était une reine accessible, dont la compassion était légendaire. Son influence sur Édouard III était subtile mais profonde. Elle tempérait parfois son ardeur guerrière par des conseils de prudence, et l'encourageait à la clémence. La cour d'Angleterre, sous son influence, commença à refléter une certaine élégance et un raffinement qu'elle avait connu dans son Hainaut natal. Les tapisseries du palais de Westminster devinrent plus colorées, les jardins plus fleuris. L'odeur du foin coupé dans les prairies anglaises, les chants des oiseaux inconnus, les bruits de la vie citadine de Londres, tout cela devint son quotidien. Elle avait fait de l'Angleterre sa maison, et de son peuple, le sien. Cependant, l'ombre de la guerre ne cessait de planer sur le royaume. Les relations avec la France étaient tendues, et la vieille inimitié avec l'Écosse était un foyer constant de conflits. Édouard III, en tant que roi, était un chef militaire redoutable, son ambition sans limite.
Philippa, quant à elle, était devenue une figure de stabilité, un pilier de sagesse et de compassion, prête à soutenir son époux dans les épreuves à venir sans jamais renoncer à ses propres principes. Elle était la reine, et elle était prête à tout ce que le destin lui réservait, même les épreuves les plus inattendues, les rencontres les plus improbables, les liaisons les plus secrètes. Elle était une femme de son temps, mais aussi une femme en avance sur son temps, capable d'une humanité rare dans un monde souvent brutal. La scène était prête pour les événements de 1346, une année qui allait la placer face à un dilemme moral et personnel d'une ampleur insoupçonnée. Son parcours, depuis la petite princesse de Valenciennes jusqu'à la reine d'Angleterre respectée, l'avait préparée, à son insu, à affronter l'extraordinaire. Elle avait appris la diplomatie, la compassion, la force intérieure, des qualités qui allaient bientôt être mises à l'épreuve de la manière la plus inattendue et la plus intime. Les fondations de son caractère étaient posées, solides et inébranlables, telles les pierres des cathédrales anglaises, prêtes à braver les tempêtes à venir. L'année de grâce 1346 s'ouvrit sur un souffle de tension et d'ambition. Le vent, porteur des promesses du printemps naissant, agitait les oriflammes aux armes des Plantagenets hissés sur les tours de Westminster. Mais ce n'était pas la douceur des beaux jours qui préoccupait les esprits. Une autre sorte de brise soufflait, celle des tambours de guerre, des clairons appelant aux armes. Édouard III, roi d'Angleterre, époux de Philippa, n'avait jamais dissimulé ses prétentions au trône de France. L'heure de la confrontation approchait, inéluctable, comme la marée montante. Les préparatifs furent colossaux. Les ports du sud de l'Angleterre, de Portsmouth à Southampton, grouillaient d'une activité frénétique. Des milliers d'hommes, archers, chevaliers, fantassins, affluaient de tous les comtés, leurs côtes de mailles scintillantes sous le pâle soleil anglais. L'air vibrait du cliquetis des armures, des hennissements des chevaux, des cris des sergents d'armes et des murmures des prêtres bénissant les bannières. Philippa observait cette effervescence depuis les fenêtres de ses appartements à Windsor, le cœur serré d'une inquiétude qu'elle s'efforçait de masquer sous une contenance royale. Édouard, son époux, était un homme d'une stature imposante, dont le regard bleu perçant ne laissait transparaître aucune hésitation. Il était le chef de guerre par excellence, un stratège né, galvanisé par la perspective de la gloire. Mais Philippa le connaissait aussi comme l'homme qui partageait son lit, le père de ses nombreux enfants, et c'est cette connaissance intime qui alimentait sa peur. La guerre ne pardonnait pas, même au roi. Le départ fut grandiose et déchirant. Sur les quais, la foule immense se pressait, agitant des mouchoirs et criant des adieux. Les navires, aux voiles gonflés par le vent, semblaient impatients de fendre les vagues de la Manche. Philippa, drapée dans une robe de velours sombre, se tenait aux côtés de son fils aîné, Édouard, le prince noir, qui faisait ses premières armes. Le jeune prince, à peine âgé de 16 ans, était l'image même de son père, fier, résolu, avide de prouver sa valeur. La séparation fut brève, un baiser rapide, une étreinte virile entre père et fils, un regard échangé avec Philippa, lourd de promesses muettes et d'appréhensions partagées. Puis le roi monta à bord de sa nef amirale, et la flotte s'éloigna lentement, silhouette sombre sur l'horizon gris. Avec le départ d'Édouard, une nouvelle ère de tension et d'attente s'installa à la cour d'Angleterre. Philippa, régente du royaume en l'absence de son époux, se retrouva seule face à la charge écrasante du pouvoir. Les couloirs du palais de Westminster, habituellement animés par les allées et venues du roi et de sa suite, semblaient soudain plus vastes, plus silencieux, emplis d'une résonance sourde, celle des armes lointaines qui se heurtaient sur les champs de bataille français. Le bruit de la guerre, bien que distant, n'en était pas moins omniprésent. Les messagers arrivaient, épuisés, leurs chevaux écumants, porteurs de nouvelles, bonnes ou mauvaises, qui se propageaient comme des traînées de poudre dans la cour. Chaque rapport était décortiqué, chaque rumeur analysée. Philippa passait ses journées à la chambre du conseil, entourée des barons fidèles et des dignitaires ecclésiastiques. Elle écoutait attentivement, posait des questions pertinentes, et prenait des décisions avec une autorité calme et inébranlable. Elle devait maintenir l'ordre dans le royaume, s'assurer de la loyauté de la noblesse, parfois remuante et opportuniste, et surtout, surveiller les frontières écossaises. Car le Nord n'était jamais vraiment en paix. Les Écossais, éternels alliés des Français, étaient une menace constante, un foyer d'incendie qui pouvait s'embraser à tout moment. La solitude du pouvoir pesait lourdement sur ses épaules. Le soir, dans l'intimité de ses appartements, après avoir congédié ses dames d'honneur, elle se retrouvait face à elle-même, le regard perdu dans les flammes dansantes de l'âtre. L'inquiétude pour Édouard et le prince noir l'étreignait. Elle était une reine, certes, mais aussi une mère et une épouse. Les images des batailles, des corps mutilés, des cris des mourants hantaient ses pensées. Elle priait, longtemps, pour la protection des siens, pour la victoire de l'Angleterre, pour la paix, un rêve lointain dans ce siècle de fer et de sang. Elle se sentait comme un rocher solitaire face à une mer déchaînée, mais elle puisait dans les leçons de son père et dans sa propre force intérieure la détermination de ne pas fléchir. Les mois passèrent, rythmés par les nouvelles de France. La campagne d'Édouard III était audacieuse, parfois téméraire. Puis vint la nouvelle de Crécy, en août. Une victoire écrasante, inespérée. Les archers anglais avaient décimé la chevalerie française. Le prince noir s'était couvert de gloire, combattant avec la bravoure d'un vétéran. Un immense soulagement, une fierté débordante, mais aussi la conscience que la guerre n'était pas finie. Calais, la porte de la France, était assiégée, et le siège serait long et coûteux. C'est alors que l'inévitable se produisit. Octobre 1346. Le Nord s'embrasa. David II d'Écosse, roi des Scots, profitant de l'absence d'Édouard III et d'une grande partie de son armée, franchit la frontière.
Il n'était pas un souverain de la trempe de son père, le grand Robert Bruce, mais il était le symbole de l'indépendance écossaise, et la perspective de frapper l'Angleterre affaiblie était trop tentante. Les raids écossais étaient une plaie récurrente, mais cette fois, l'invasion était massive, menaçant le cœur même du royaume. La nouvelle parvint à Philippa à Londres, portée par un messager exténué, le visage couvert de sueur et de poussière. La reine sentit son sang se glacer dans ses veines. La menace était réelle, immédiate. Les barons du Nord, menés par l'archevêque de York, William Zouch, et l'évêque de Durham, Thomas Hatfield, s'étaient déjà mobilisés. Mais l'armée anglaise était une force hétéroclite, composée principalement de levées locales et de quelques vétérans laissés pour la défense du royaume. Ils avaient besoin d'un chef, d'un symbole. Et ce symbole, ce fut Philippa elle-même. Dans une décision audacieuse et sans précédent pour une reine, elle annonça qu'elle chevaucherait vers le nord pour rallier les troupes. Les murmures d'incrédulité et d'admiration parcoururent la cour. Ces dames d'honneur tentèrent de la dissuader, craignant pour sa sécurité, mais la détermination de la reine était inébranlable. « Mon devoir est ici, avec mon peuple, avec mes soldats, déclara-t-elle d'une voix claire, je ne fuirai pas le danger quand mon royaume est menacé. » Le voyage vers le nord fut rapide, malgré les routes boueuses et les pluies incessantes. Le froid mordait les visages, et les chevaux peinaient dans la glaise. Mais la présence de la reine galvanisait les hommes. Son arrivée fut un événement. Devant les troupes rassemblées près de Durham, sur les hauteurs de Neville's Cross, elle apparut, vêtue d'une robe simple, un manteau de laine doublé de fourrure pour la protéger du vent glacial. Son visage, bien que marqué par la fatigue du voyage et l'inquiétude, rayonnait d'une force tranquille. Elle tenait en main une bannière, celle de Saint-Georges, la croix rouge sur fond blanc, symbole de l'Angleterre. Sa voix, claire et ferme malgré le vent, résonna sur le champ de bataille, haranguant les soldats, leur rappelant leur devoir, leur honneur, la protection de leur foyer et de leur famille. Elle parla de Dieu, du roi absent, de la justice de leur cause. Ces mots n'étaient pas ceux d'une stratège militaire, mais ceux d'une reine, d'une mère, d'une protectrice. L'effet fut immédiat et puissant. Les hommes, qui avaient peut-être douté, se sentirent inspirés, prêts à se battre jusqu'au dernier. Un rugissement d'approbation s'éleva de leur rang, un cri de ralliement qui défiait le ciel gris. La bataille de Neville's Cross fut un affrontement sanglant et brutal. Le froid et la boue transformaient le champ en un enfer glissant. L'odeur du sang et de la peur se mêlait à l'âcre fumée des incendies lointains. Les Écossais, bien que nombreux, furent surpris par la détermination anglaise. Les archers firent des ravages, et la cavalerie, menée par l'évêque Hatfield, chargea avec une fureur inattendue. Philippa, bien qu'elle n'ait pas participé directement au combat, resta sur le champ de bataille, observant la mêlée, priant, attendant. Son courage inspira les hommes. La victoire fut écrasante. Les Écossais furent mis en déroute, leur armée dispersée. Et au milieu du chaos, une nouvelle stupéfiante parvint aux oreilles de la reine. David II d'Écosse avait été capturé. Il avait été blessé, gravement. Un coup de flèche à la tête, une blessure sérieuse, mais il était vivant. Le soulagement qui submergea Philippa fut immense, presque douloureux. Le royaume était sauvé, l'ennemi vaincu, le roi capturé. Mais à cette joie se mêlait une prise de conscience de la gravité de la blessure de David II. La guerre laissait toujours des traces, des corps meurtris, des vies brisées. La reine ordonna que le roi écossais soit traité avec la dignité due à son rang, malgré son statut d'ennemi. Sa compassion l'emportait sur la fureur de la guerre. Le retour à Londres fut un triomphe. Les rues étaient pavoisées, les cloches sonnaient à toute volée, et la foule hurlait de joie. Philippa, chevauchant à la tête de son armée victorieuse, fut accueillie comme une héroïne. Mais derrière elle, escortée par une garde serrée, se trouvait David II, roi des Scots. Il était pâle, le visage marqué par la douleur, sa tête bandée, son regard sombre et résigné. L'humiliation de la défaite était palpable. David II fut emprisonné à la Tour de Londres, cette forteresse ancestrale qui avait vu tant de rois et de nobles y perdre leur liberté, parfois leur vie. Le contraste entre la ferveur populaire célébrant la victoire et le silence pesant des geôles royales était saisissant. La tour, avec ses pierres froides et ses ombres profondes, semblait avaler le prisonnier, le coupant du monde extérieur. Cependant, Philippa, informée de la gravité des blessures du roi écossais, ne l'oublia pas. Sa nature empathique ne pouvait tolérer qu'un homme, même un ennemi, souffre inutilement. Elle insista pour qu'il reçoive des soins appropriés, les meilleurs que le royaume put offrir. Elle fit venir ses propres médecins, les plus réputés de la cour, et s'assura personnellement qu'ils veillent sur lui. C'était une décision inattendue, presque subversive, dans un temps où les prisonniers de guerre, surtout les rois, étaient souvent traités avec moins d'égards. Puis, dans un geste qui défiait toutes les conventions, Philippa fut la première à se rendre à son chevet. Accompagnée de quelques dames de confiance, dont Marie de Saint-Paul, comtesse de Pembroke, une amie proche et une femme d'une grande discrétion, elle pénétra dans la chambre où David II était retenu. L'air y était lourd, imprégné de l'odeur des herbes médicinales et de l'humidité des pierres. Une poignée de cierges éclairait faiblement la pièce, projetant des ombres dansantes sur les murs. David II était allongé sur une paillasse, le corps raide sous les couvertures, son visage tiré par la douleur. Ses yeux s'ouvrirent lentement à l'approche de la reine. Une surprise, teintée de méfiance, traversa son regard. Il s'attendait à la cruauté, à l'indifférence, peut-être à des interrogatoires. Mais pas à la présence d'une reine, et encore moins à celle de la reine qui avait mené l'armée qui l'avait vaincue. Philippa s'approcha du lit. Son visage était empreint d'une compassion sincère. Elle parla d'une voix douce, mais avec une autorité certaine, s'enquérant de son état, de la qualité des soins prodigués.
Elle ne le traita pas comme un prisonnier vaincu, mais comme un souverain blessé. « Votre Majesté, dit-elle, je suis venu m'assurer que vous recevez tous les égards dus à votre rang et que vos blessures sont soignées avec le plus grand soin. » David II, affaibli, ne put que murmurer quelques mots de remerciement. Il était à la fois déconcerté et touché par cette humanité inattendue. La reine anglaise, qu'il avait toujours imaginée comme une figure lointaine et hautaine, se tenait là, pleine d'une sollicitude qu'il n'aurait jamais attendue d'une ennemie. Une lueur d'espoir, infime, commença à poindre dans son cœur, mêlée à une reconnaissance forcée. Dès lors, les soins de David II prirent une tournure secrète. Philippa, consciente des risques politiques que représentaient ses visites régulières à un ennemi capturé, organisa les choses avec la plus grande discrétion. Les médecins royaux furent chargés de son suivi, mais la reine elle-même, accompagnée de Marie de Saint-Paul et d'une ou deux autres dames de confiance, continua de lui rendre visite. Ces visites avaient lieu à des heures inattendues, souvent à la tombée de la nuit, quand les couloirs de la tour étaient déserts. L'atmosphère intime et clandestine de ces rencontres devint le cadre d'un échange inattendu. Le crépitement des bougies jetait une lumière vacillante sur leurs visages. L'odeur des herbes médicinales, des onguents et des tisanes emplissait la petite pièce. Les murmures des voix étaient les seuls sons qui brisaient le silence. Au début, les conversations étaient formelles, polies, abordant des sujets neutres. La santé du roi, les nouvelles de la cour, des anecdotes sans importance. Mais peu à peu, une confiance prudente s'installa. Philippa, avec sa curiosité intellectuelle insatiable, commença à poser des questions plus personnelles, abordant des sujets de politique, de philosophie, d'humanité. Elle voulait comprendre cet homme, ce roi écossais, au-delà de son statut d'ennemi. Elle découvrait en David II un homme cultivé, un fin lettré, capable de discuter avec elle des poètes latins, des textes de l'écriture sainte et même des subtilités de la cour de France, où il avait passé une partie de sa jeunesse. Il était loin de l'image du barbare écossais que la propagande anglaise avait souvent dépeint. David II, de son côté, était vulnérable. La douleur physique et l'humiliation de la captivité l'avaient dépouillé de son armure royale. Face à la gentillesse et l'intelligence de Philippa, il se sentait désarmé. Il était touché par sa sollicitude, par son respect. Cette reine anglaise était si différente de l'image de dominatrice qu'il avait pu se forger. Elle était douce, mais forte, empathique, mais résolue. Une curiosité grandissante pour la reine s'éveillait en lui, mêlée à une confusion. Comment concilier son statut de roi écossais, ennemi juré de l'Angleterre, avec cette femme qui lui prodiguait des soins et lui offrait une conversation d'égal à égal? Ces discussions devinrent plus fréquentes et plus profondes au fil des semaines, alors que l'année 1346 touchait à sa fin et que les premiers frimas de 1347 s'installaient. Philippa découvrait en David II un homme complexe, un roi prisonnier de son destin, et non simplement un adversaire politique. Il lui parlait de l'Écosse, de ses paysages sauvages, de la fierté de son peuple, de l'héritage de son père, Robert Bruce. Elle écoutait, fascinée, ses propres idées préconçues sur l'ennemi s'effritant peu à peu. Une amitié inattendue, complexe et dangereuse, commença à naître entre eux. Ce n'était pas une amitié simple, car elle était teintée de l'amertume de la défaite, de la méfiance inhérente à leur statut et du secret qui l'entourait. Mais c'était une connexion réelle, une attraction intellectuelle et émotionnelle qui transcendait les barrières de la guerre et de la royauté. Dans l'intimité forcée des murs de pierre, un espace de compréhension mutuelle se créait. Pour Philippa, c'était un conflit intérieur. Son devoir de reine, son amour pour son époux et son royaume, s'opposait à ses sentiments naissants de respect et d'une forme d'affection pour un homme qui était l'ennemi de l'Angleterre. Elle se sentait troublée, mais aussi étrangement vivante. Cette relation clandestine était un défi à l'ordre établi, une transgression silencieuse qui la plaçait face à ses propres valeurs. Pour David II, le dilemme était encore plus aigu. Comment concilier son statut de roi écossais, porteur de l'espoir de son peuple, avec le respect et l'attraction qu'il ressentait pour la reine anglaise qu'il soignait? Il était prisonnier, vulnérable, et cette femme lui offrait une dignité et une humanité qu'il n'aurait jamais cru trouver chez ses geôliers. Il se sentait tiraillé entre son devoir et cette connexion inattendue. L'air de la chambre, lourd des souffrances passées et des secrets présents, devenait le théâtre d'un drame silencieux. Le crépitement des bougies, le murmure des voix, le parfum des herbes médicinales, tout contribuait à cette atmosphère de tension romantique et intellectuelle subtile, enveloppée dans le secret et le danger. Les regards échangés étaient plus longs, plus intenses, porteurs d'une compréhension tacite. Les mains se frôlaient parfois en passant un remède, créant une étincelle électrique, fugace mais réelle. Ils étaient deux souverains, l'un vainqueur, l'autre vaincu, mais dans ce huis clos, ils étaient avant tout deux êtres humains, confrontés à la complexité de leurs émotions. La liaison, encore platonique, mais chargée d'une tension palpable, était née. Elle était une tache d'encre sur le parchemin immaculé de la bienséance royale, un secret brûlant qui menaçait de consumer tout ce qu'il connaissait. La scène était plantée pour les révélations et les dilemmes à venir. L'année de grâce 1347 s'étirait, lourde de ses secrets, entre les murs ancestraux de la tour de Londres. L'hiver avait cédé la place à un printemps hésitant, puis à un été moite, mais l'atmosphère dans la cellule de David II restait confinée, imprégnée d'une humidité persistante et de l'odeur âcre des herbes médicinales. Les blessures du roi écossais s'étaient lentement refermées, mais la cicatrice sur son front, juste au-dessus de son œil gauche, demeurait une marque indélébile de Neville's Cross, une tache écarlate sur la peau pâle. Ses forces physiques revenaient, mais son esprit restait prisonnier, non seulement des geôles anglaises, mais aussi d'une étrange et complexe intimité qui s'était tissée entre lui et la reine Philippa.
Les visites de Philippa étaient devenues plus régulières, moins espacées, toujours enveloppées du linceul du secret. Les heures tardives, souvent bien après le couvre-feu, étaient leur moment privilégié. La lueur tremblante des chandelles projetait des ombres dansantes sur les visages, estompant les contours, rendant les expressions plus douces, plus vulnérables. Marie de Saint-Paul, comtesse de Pembroke, fidèle et discrète, ou une autre dame d'honneur choisie avec soin pour sa loyauté et son silence, accompagnait toujours l'année de grâce 1347 s'étirait, lourde de ses secrets, entre les murs ancestraux de la tour de Londres. Leurs pas feutrés sur les dalles froides de la tour, le murmure des verrous, le craquement lointain des poutres de bois, tout contribuait à créer une bulle de silence et de mystère autour de ces instants volés au temps et à la guerre. Dans l'intimité de cette pièce austère, dépouillée de tout faste, les masques tombaient. David II, d'abord méfiant, puis étonné, et enfin profondément touché par l'attention de Philippa, avait commencé à s'ouvrir. Il n'était plus seulement le roi vaincu, mais un homme, confronté à son échec et à sa vulnérabilité. Il lui parlait de son enfance, des légendes écossaises qui avaient bercé ses nuits, de la pression d'être le fils du grand Robert Bruce, un fardeau qu'il portait avec un mélange de fierté et d'appréhension. Il évoquait la beauté sauvage de son royaume, les lochs sombres et les montagnes embrumées, les chants gaéliques qui résonnaient dans les vallées. Ces mots peignaient des tableaux vivants pour Philippa, l'emportant bien au-delà des murs de pierre de sa prison. Philippa, quant à elle, trouvait en David un auditeur attentif, un esprit vif capable de saisir les subtilités de la politique européenne, mais aussi les nuances de l'âme humaine. Elle lui racontait les défis de son propre règne, les intrigues de cour, la difficulté de maintenir l'équilibre entre la fermeté et la compassion. Elle lui confiait ses inquiétudes pour Édouard, son époux, et pour ses enfants, dispersés par les aléas de la guerre et de la diplomatie. Elle lui parlait de son Hainaut natal, de la douceur de ses souvenirs d'enfance, des leçons de son père sur la justice et l'humanité. Leur conversation s'étendait souvent jusqu'à l'aube naissante, les premières lueurs du jour filtrant à travers les étroites meurtrières, teintant la pierre grise d'une lumière blafarde. Ce n'était pas une liaison charnelle, non. Leur connexion était d'une nature plus profonde, plus insidieuse. C'était une communion d'esprit, une reconnaissance mutuelle de la solitude inhérente à leur rang, des fardeaux invisibles que portaient les couronnes. David voyait en Philippa non pas la reine anglaise, mais une femme d'une intelligence rare, d'une bonté sincère, capable de transcender les haines nationales. Philippa, elle, découvrait en David un homme cultivé, sensible, bien loin de l'image du barbare écossais que la propagande de guerre avait si souvent dépeint. Une tendresse étrange, un respect mutuel teinté d'une affection interdite, s'épanouissaient dans l'ombre de leurs secrets. Les silences entre leurs mots étaient parfois plus éloquents que les discours les plus passionnés, remplis de la complexité de leurs émotions. Un regard plus long, un sourire échangé, un frôlement involontaire des mains en passant un livre ou une coupe d'eau, suffisaient à faire vibrer l'air de la pièce d'une tension subtile, d'une reconnaissance tacite de ce lien unique. Pendant ce temps, le monde extérieur continuait sa marche inexorable. Les nouvelles du siège de Calais parvenaient à Londres, entrecoupées de rumeurs et de rapports contradictoires. Édouard III, son époux, était toujours en France, menant ses troupes avec une détermination féroce. Philippa, en tant que régente, devait jongler avec les exigences de la cour, les requêtes des barons, la gestion des finances du royaume, et la nécessité de préparer l'Angleterre à une prolongation du conflit. Son rôle public était celui d'une reine forte et inébranlable, mais dans l'intimité de ses visites nocturnes, elle pouvait déposer ce fardeau, ne serait-ce que pour quelques heures. Marie de Saint-Paul, comtesse de Pembroke, observait cette étrange danse avec une sagesse silencieuse. Elle avait connu Philippa depuis des années, partageant ses joies et ses peines. Elle comprenait la solitude de la reine, la pression constante, le besoin d'une connexion humaine authentique. Elle savait que ce qui se passait dans cette cellule n'était pas une trahison au sens commun, mais une évasion de l'âme, une quête de compréhension dans un monde de brutalité. Sa loyauté envers Philippa était absolue, et elle gardait le secret avec la même ferveur qu'elle protégeait ses propres pensées. Ses yeux, souvent posés sur la reine pendant ses visites, trahissaient une compréhension profonde des enjeux émotionnels qui se jouaient, sans jamais un mot, sans jamais un jugement. Mais le temps des secrets était compté. Le siège de Calais touchait à sa fin. En août 1347, la ville tomba aux mains des Anglais. La victoire était éclatante, mais le coût humain et financier avait été immense. Édouard III, triomphant mais épuisé, s'apprêtait à rentrer en Angleterre. Son retour signifiait la fin de la régence de Philippa, et par extension, la fin de ses visites clandestines. La réalité politique allait reprendre ses droits, balayant avec elle cette bulle d'intimité fragile. Les négociations pour la rançon de David II avaient commencé bien avant le retour d'Édouard, mais elles s'intensifièrent avec la fin du siège de Calais. La présence d'un roi captif était un atout majeur, une monnaie d'échange précieuse dans les relations anglo-écossaises. Mais Philippa savait que la libération de David, quelle qu'en soit la forme, allait signifier leur séparation. L'idée de cette fin imminente pesait lourdement sur son cœur, un mélange de soulagement pour le roi écossais et de mélancolie pour elle-même. Lors de leur dernière rencontre, l'air était lourd d'une tristesse inexprimable. La chandelle, plus basse que d'habitude, peinait à éclairer leur visage. Les mots semblaient s'être réfugiés dans les coins sombres de la pièce, laissant place à un silence éloquent. Philippa s'assit près de la paillasse de David, le regard fixé sur la flamme vacillante. « Le roi rentre bientôt, dit-elle d'une voix à peine audible, brisant le silence. Les négociations pour votre rançon progressent. Vous serez libre, votre majesté. » David hocha lentement la tête, ses yeux sombres rivés sur elle. « Je le sais, ma reine, et je vous en suis éternellement reconnaissant. »
Sans votre compassion, votre sollicitude, sa voix s'étrangla, et il détourna le regard, incapable de soutenir le sien. L'humiliation de sa captivité, mêlée à la gratitude et à cette affection inattendue, formait un nœud complexe dans sa gorge. « N'en dites pas plus, répondit Philippa, sa propre voix empreinte d'une émotion qu'elle s'efforçait de contenir. Il était de mon devoir de m'assurer que vous soyez traité avec la dignité due à votre rang. Mais ils savaient tous deux que c'était plus que du devoir. C'était une connexion qui avait transcendé la politique, la guerre, et même la haine ancestrale entre leurs peuples. C'était une compréhension mutuelle, une humanité partagée qui avait fleuri dans l'endroit le plus improbable, au cœur d'une prison. Je ne vous oublierai jamais, Philippa, murmura David, utilisant son prénom pour la première fois, un geste d'intimité qui leur arracha un soupir. Elle leva la main, hésita un instant, puis la posa doucement sur son bras. La chaleur de sa peau traversa le tissu de sa manche, une étincelle fugace dans l'obscurité. Et moi non plus, David. Je prierai pour votre retour en Écosse, pour la paix de votre royaume. Leurs regards se croisèrent une dernière fois, un échange lourd de tout ce qui avait été dit et de tout ce qui ne pouvait l'être. Une promesse silencieuse, une reconnaissance de ce lien secret qui allait les accompagner pour le reste de leurs jours. Puis, avec un hochement de tête, Philippa se leva, son visage dissimulé dans l'ombre. Marie de Saint-Paul l'attendait, un manteau sombre jeté sur ses épaules. Leurs pas résonnèrent doucement en s'éloignant, laissant David II seul dans la pénombre, le cœur lourd d'une liberté à venir et d'une perte présente. Le retour d'Édouard III fut un événement grandiose. Les rues de Londres étaient pavoisées, les cloches sonnaient, et le peuple célébrait la victoire de Calais avec une ferveur déchaînée. Philippa, retrouvant son rôle de reine consort aux côtés de son époux, l'accueillit avec toute la chaleur et la dignité requise. Édouard, épuisé mais fier, était ravi de retrouver sa famille et son royaume en ordre. Il ne soupçonna jamais la nature de la relation qui s'était nouée entre sa reine et son prisonnier. Philippa, maîtresse de ses émotions, avait soigneusement dissimulé le secret, l'enfouissant au plus profond de son cœur, le transformant en une force silencieuse qui allait continuer à façonner son règne. Les négociations pour la libération de David II se poursuivirent pendant des années. Ce ne fut qu'en 1357, 11 ans après sa capture à Neville's Cross, que le roi d'Écosse fut finalement libéré, en échange d'une rançon colossale de 100 000 marcs, payable sur 10 ans. Il retourna dans son royaume, un homme changé, marqué par l'expérience de la captivité, mais aussi par la mémoire de cette reine anglaise qui lui avait montré une humanité inattendue. David II régna sur l'Écosse jusqu'à sa mort en 1371. Son règne fut marqué par des tentatives de stabiliser son royaume, souvent troublé par des querelles internes et la pression anglaise. On raconte qu'il garda toujours un respect étrange pour l'Angleterre, une admiration pour Philippa, qui se manifesta parfois dans ses décisions politiques, même s'il ne put jamais entièrement s'affranchir de l'alliance française. La cicatrice sur son front resta un rappel constant de sa défaite, mais aussi, peut-être, de la compassion qu'il avait adoucie. Pour Philippa, la vie continua, riche en devoirs et en accomplissements. Elle fut la mère de 14 enfants, dont l'illustre Édouard, le prince noir, qui devint un héros militaire à part entière. Elle continua à exercer une influence apaisante sur Édouard III, modérant parfois son ardeur guerrière, le conseillant avec sagesse et pragmatisme. Elle fut une mécène des arts, une protectrice de l'éducation, fondant le Queen's College à Oxford. Sa cour devint un centre de raffinement et de culture, un reflet de son propre goût et de son érudition. La compassion qu'elle avait montrée à David II n'était pas un incident isolé, mais une manifestation de son caractère profond. Elle intervint à de nombreuses reprises pour plaider la cause des prisonniers, des pauvres et des opprimés. Son rôle dans l'épisode des bourgeois de Calais, où elle aurait supplié Édouard III d'épargner les 6 citoyens qui s'étaient offerts en sacrifice, est resté gravé dans les annales comme un témoignage de sa grande humanité. Ces actes, souvent en contradiction avec les mœurs brutales de l'époque, lui valurent l'affection du peuple et le respect de la noblesse. Elle était « la bonne reine Philippa », un titre qu'elle portait avec une grâce naturelle. La liaison secrète avec David II, bien que jamais révélée au grand jour, laissa une empreinte indélébile sur Philippa. Elle lui rappela la complexité de l'âme humaine, la capacité à trouver l'humanité même chez l'ennemi. Elle renforça sa conviction que la compréhension et l'empathie pouvaient transcender les divisions. Ce secret fut un jardin intime dans son cœur, un lieu de réflexion et de force tranquille. Il lui permit de voir au-delà des titres et des couronnes, de reconnaître l'individu derrière le monarque. La mort de Philippa, en 1369, fut pleurée dans tout le royaume. Édouard III, son époux, qui lui survécut de quelques années, fut profondément affecté par sa perte. Il perdit non seulement une reine, mais une partenaire, une confidente, une source de sagesse et de réconfort. Son règne, qui avait été marqué par la gloire militaire et la prospérité, fut aussi façonné par la présence discrète mais puissante de cette femme extraordinaire. L'héritage de Philippa de Hainaut ne se limita pas à ses descendants ou aux institutions qu'elle avait fondées. Il résida surtout dans l'exemple qu'elle donna, celui d'une reine qui alliait la force de caractère à la douceur, la diplomatie à l'empathie, la raison d'État à la compassion. Dans un siècle déchiré par la guerre, la peste et les bouleversements sociaux, Philippa fut un phare d'humanité. Sa capacité à voir au-delà des clivages, à reconnaître la dignité de l'autre, même de l'ennemi, fut une qualité rare et précieuse. La nature exacte de sa liaison avec David II restera à jamais dans l'ombre de l'histoire, un murmure dans les couloirs du temps, une énigme que seuls les murs de la tour de Londres et le cœur de Philippa auraient pu pleinement raconter. Mais son existence, même voilée, témoigne de la profondeur de son caractère.
Elle nous rappelle que derrière les armures et les couronnes, derrière les proclamations de guerre et les traités de paix, se trouvent des êtres humains, complexes, vulnérables, capables de connexions inattendues, de tendresse au milieu de la brutalité. Ainsi s'achève l'histoire de Philippa de Hainaut et de son secret partagé avec un ennemi blessé. Une histoire qui n'est pas seulement celle d'une reine et d'un roi, mais celle de l'humanité elle-même, luttant pour s'affirmer face à l'adversité, cherchant la lumière dans les recoins les plus sombres de l'existence. Son souvenir, comme un ancien parchemin jauni par le temps, continue de murmurer une leçon intemporelle. Même dans la guerre, la compassion peut trouver un chemin, et les liens les plus improbables peuvent forger des âmes. La reine Philippa, la bonne reine, resta dans les mémoires non seulement pour sa lignée et ses accomplissements, mais pour la grandeur de son cœur, une flamme douce et persistante dans l'obscurité du Moyen-Âge. Son humanité, tissée dans le secret de ses rencontres nocturnes, continue de rayonner à travers les siècles, comme un écho lointain d'une vérité universelle.